Bonjour à tous. Et à tous. Je vous et à toutes. On me corrige. Ça commence bien. Je vous propose de travaille aussi commencer sur le à genre. l'heure. Bah oui, non, mais c'est important. Je suis Agnès Vernet, je suis journaliste scientifique indépendante et j'ai l'honneur de présider l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Je vais commencer par faire un petit mot sur cette association très rapidement. Elle regroupe près de 300 journalistes qui traitent de sciences. Certains ont des formations initiales scientifiques, mais pas tous. Ce qu'on a en commun, c'est finalement d'estimer que la science mérite un traitement journalistique ambitieux, au même titre que la politique ou la finance. On voit bien que l'actualité foisonne de sujets, avec une forte dimension scientifique. Parmi eux, le changement climatique constitue un défi particulier. Parce qu'il bouscule nos repères temporels. D'un côté, il se mesure en décennies, ce qui ne correspond pas tellement à l'expression de l'actualité telle qu'on la connaît, nous, journalistes. De l'autre, c'est un événement extrêmement rapide du point de vue de l'histoire de la planète. Peut-être aussi parce qu'il nous oblige à repenser ce que c'est qu'un fait solide. Nous avons besoin de réponses claires pour alimenter le débat démocratique, en particulier pour préparer les transformations sociétales qu'il va falloir engager, ou qu'il faut engager au présent. De l'autre côté, la science continue de travailler. En tant que journaliste, nous ne savons pas toujours à quel fait se vouer. Et pour se repérer, nous avons besoin des scientifiques. Mais le dialogue tourne parfois au choc culturel. Nous imposons nos contraintes, nos délais, nos contraintes de vulgarisation, de contextualisation. Ils nous opposent leurs limites de temps, d'expertise, d'engagement public. Pour explorer ce dialogue, nous allons pouvoir écouter 2 journalistes et 2 chercheurs. Je vais vous les présenter et nous prendrons quelques questions à la fin. Jennifer Gallet, qui dirige la rubrique environnement de The Conversation, un média qui décrypte l'actualité avec des spécialistes. Ouais, bonjour à tout le monde. Juliette Nouel, qui est journaliste indépendante, spécialiste des questions d'environnement et en particulier de changement climatique, et animatrice d'un atelier de sensibilisation qui s'appelle La Fresque du climat et que vous pouvez découvrir dehors. Éric Guillardi, vous êtes climatologue, spécialiste des océans, notamment de leur rôle dans le changement climatique. Vous êtes directeur de recherche CNRS et vous travaillez au sein du laboratoire d'océanographie du climat, expérimentation et approche numérique, l'Océan IPSL. Pierre-Henri Gouillon, vous êtes biologiste, agronome, spécialiste des questions de biodiversité et d'évolution. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Pour commencer, Jennifer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe à The Conversation ? Oui, alors The Conversation, je ne sais pas si vous nous connaissez ou pas. En tous les cas, The Conversation, c'est un projet qui s'est lancé en 2011 en Australie et puis qui a bien fonctionné, et donc qui a vu d'autres éditions exister ensuite. Alors beaucoup dans le monde anglophone, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et puis après, il y a eu un premier essai hors de cette sphère qui a été la France. Et l'édition française de The Conversation s'est lancée en 2015, année de la COP, qui se déroulait à Paris. Et donc l'idée, ça a été c'était un premier rendez-vous avec le climat, de se saisir de ce moment institutionnel, mais néanmoins fondateur, pour lancer notre média. Et l'idée de notre média, c'est très simple, c'est de dire les journalistes ne vont pas écrire dans ce média, mais ils vont être vraiment des médiateurs, c'est-à-dire qu'ils vont aider des spécialistes à toucher un grand public. Ça se fait d'une façon assez simple sur le papier, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de journalistes à la rédaction qui sont chacun en charge d'une rubrique. Ces journalistes essayent d'éclairer l'actualité comme le ferait un journaliste de quotidien, parce que nous, on publie tous les jours de nouveaux articles, et l'idée, c'est vraiment de décrypter des questions qui sont dans l'actualité, mais avec un regard de spécialistes. Et pour ça, on va chercher des personnes compétentes pour pouvoir procéder à ces éclairages. Et bien sûr, comme le scientifique n'a pas vertu à écrire de façon tout à fait ni concise, ni
pédagogiques, enfin pas tout le temps, on les aide à faire ça. Donc on reçoit un brouillon, un premier jet qu'on retravaille. Donc nous on fait beaucoup de travail de desk, d'editing, et puis ensuite on diffuse cet article sur notre site. Et vraiment un peu, je dirais, le génie de ce modèle, c'est que on publie nos contenus en Creative Commons. Ça veut dire qu'ils peuvent être republiés sans que le contenu soit bien entendu changé, modifié. Enfin, il faut vraiment que ce soit respecté. Mais il peut être republié par d'autres médias. Et en fait, notre idée, c'est vraiment de dire on va essaimer, on va vraiment diffuser, dans le sens premier du terme, ces articles. Et aujourd'hui, on a une audience mensuelle de 6 millions de vues, ce qui est pas mal, grâce aux republications. Et donc, vous pouvez retrouver les articles de The Conversation sur une base quotidienne, Ouest France, Slate, Le Point. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de médias qui nous reprennent. Et voilà un peu comment on fonctionne, sachant que nous sommes un média associatif, parce qu'on est une association de loi 1901, donc on est à but non lucratif, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de formule d'abonnement. Ce qui se passe, c'est que les acteurs en fait, académiques, les universités, les instituts de recherche deviennent membres de notre association, s'acquittent d'une adhésion en fait, sur une base annuelle, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Mais ça se passe bien avec les auteurs-chercheurs ? Ah oui, ça se passe plutôt. Oui, moi je dirais que moi je n'ai pas de. Après pratiquement 6 ans de Conversation en France, je suis toujours là et plutôt contente de faire ce métier dans ces conditions. Ça se passe très bien. Moi je dois dire qu'à un niveau personnel, c'est un enrichissement constant. Après. On pourra rentrer dans les questions plus techniques, je pense, qui intéressent notamment les étudiants, les gens qui se destinent au métier de journaliste. Il y a des confrontations, notamment sur tous les éléments de titrail, sur parfois un peu ce qui est considéré comme des raccourcis, où les auteurs ont parfois l'impression qu'on leur force un peu la main parce qu'on veut que ce soit plus clair, plus concret. Ce niveau, en fait, le niveau de vulgarisation, où est-ce qu'on place le curseur, c'est un peu là où il peut y avoir des discussions. Mais je dirais que ce modèle de collaboration entre des journalistes et des scientifiques, je le trouve très vertueux. Et à Conversation, nous, on a accepté les journalistes de disparaître. Ce qui n'est pas toujours le cas de plein de journalistes. On se met vraiment en retrait. Et du coup, nous, on est au service des auteurs. Et je pense que ça facilite aussi beaucoup la chose, parce que les gens sentent quand même que la rédaction est à leur service et pas juste là pour leur extirper des informations qui ensuite pourraient être peut-être déformées ou packagées d'une façon étrange. Juliette, et vous, comment ça se passe ? Comment vous faites pour bien travailler avec les scientifiques ? Alors, avant, je voudrais faire petite précision sur ce qui est pour moi les deux déterminants du rapport du point de vue journalistique entre les journalistes et les scientifiques. Le premier déterminant, c'est de savoir si le journaliste est lui-même scientifique ou pas. Est-ce qu'il a une formation scientifique ? Est-ce qu'il a fait des études scientifiques ? Et le deuxième déterminant, c'est est-ce qu'il écrit dans un journal grand média ou est-ce qu'il écrit dans un journal vraiment spécialisé sur quelque chose ? Et ça, c'est très important, parce que si on est soi-même un scientifique et qu'on écrit dans un journal scientifique, ça va être complètement différent de si on est comme moi, par exemple. Je n'ai aucune formation scientifique et j'ai toujours écrit dans des grands médias. Donc, j'ai un double warning. C'est un, de bien comprendre ce qu'on me raconte, et deux, au moment de le vulgariser, de ne pas mal interpréter ce qui m'a été dit. Donc, comment ça se passe pour moi ? Moi, j'ai toujours considéré que ma relation avec les scientifiques était sur le mode du partenariat. Et un partenariat qui est exigeant pour moi, parce que ça veut dire qu'avant, évidemment, il faut que j'ai beaucoup travaillé la question, mais exigeant aussi pour eux, parce que je crois que je n'ai jamais publié un article où je n'ai pas fait relire une citation, et voire même, parfois, je suis assez pénible, je demande que le scientifique relise tout l'article.
parce que voilà, on peut avoir mal compris quelque chose, et voilà, c'est vraiment très important. Donc voilà comment moi je vois les choses. Et je voudrais juste faire une petite digression très courte sur sur le thème de nos rencontres aujourd'hui, qui est l'urgence climatique et sanitaire. Il y a bien marqué responsabilité journalistique. Et je voudrais m'attarder deux secondes sur ce mot responsabilité, parce que je pense, en tout cas c'est comme ça que je le vis moi, qu'aujourd'hui on est tous, qu'on soit spécialisés ou pas dans les enjeux climatiques, de biodiversité ou sanitaires, et qu'on écrive dans des rubriques spécialisées ou pas dans ces domaines, on a tous une responsabilité d'avoir cette urgence écologique en tête, et que ça ne soit pas juste réservé aux rubriques, mais que ça soit un sujet transverse à toutes les rubriques d'un journal. Je sors là d'une autre table ronde où on parlait de ça, et où il y avait par exemple The Guardian qui explique que maintenant, leur rédacteur en chef, leur rédactrice en chef en l'occurrence, la directrice de la rédaction, a dit il faut penser environnement dans toutes les rubriques. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire que c'est pas cantonné juste aux journalistes scientifiques ou aux journalistes qui traitent de sujets scientifiques de s'intéresser à ça. C'est vraiment, moi je pense, aujourd'hui une responsabilité des journalistes de traiter ça partout, sur tous les sujets. Moi, je vais revenir sur un point que vous venez d'évoquer un petit peu avant. Je vais faire un petit retour sur votre digression. Vous avez dit que vous aviez énormément travaillé vos sujets avant de parler avec les chercheurs. Et Pierre-Henri Gouillon, pour vous, finalement, c'est pas toujours les meilleurs échanges avec les journalistes. Oui. Bon, alors pour répondre tout de suite à cette question-là, moi j'ai eu de nombreux rapports avec des journalistes pour des raisons très diverses. J'ai travaillé sur l'évolution, du coup j'étais confronté au créationnisme. J'ai travaillé sur l'évolution de diverses choses, dont le sexe, donc ça m'a amené à des histoires sur le genre, etc. Ce qui aussi peut intéresser certains journalistes et certaines journalistes. Et puis je travaille sur les questions d'environnement en général. J'ai beaucoup travaillé sur les OGM, sur les risques liés aux OGM. On a été le seul labo qui travaillait là-dessus pratiquement. Et donc on a eu, encore une fois, beaucoup de demandes de journalistes. Ceci dit, la demande est réciproque. Ça, je vais peut-être y venir un petit peu. Quand on travaille sur des sujets comme ça, il y a des moments où on se rend compte que ce que notre science nous apprend, c'est que ce qui est en train d'être fait n'est pas bon. Et que les décisions qui sont prises ne sont pas bonnes. Et on se retrouve en tant que scientifique dans une situation très complexe, que certains appellent militante. Alors, vous voyez, c'est intéressant, quand j'ai travaillé sur les OGM et que je montrais qu'il y avait des risques graves avec certains OGM, et même qu'il y a un risque grave avec tous les OGM qui est lié au brevetage des génomes, eh bien, beaucoup de mes collègues de l'Académie des sciences me traitent de militant. Mais quand eux disent que les OGM c'est génial et que ça va nourrir la planète, ils ne considèrent pas qu'ils sont militants. Donc c'est intéressant de voir qu'on est militant si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais si on est d'accord, alors là on n'est pas militant, on est juste normal, quoi. Et ceci dit, du coup, quand on se retrouve militant, entre guillemets, c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, il y a un moment où notre seul recours, c'est les journalistes. Il faut bien comprendre ça. Nous avons besoin, nous scientifiques, quand nous sommes en face de situations comme ce qui se passe pour le climat et pour la biodiversité, moi je m'intéresse plus à la biodiversité qu'au climat, en termes de recherche en tout cas, mais je pense que ça rentre dans l'aspect sanitaire du sujet de cette année. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de plus en plus on développe une approche qui s'appelle au niveau international One Health, une santé, qui regroupe la santé des humains, la santé des animaux, des plantes et des écosystèmes, tout ça étant lié. Donc si on veut réfléchir aux urgences sanitaires, il faut réfléchir aux urgences écologiques. Au fond, la médecine et l'agronomie ne devraient être que des sciences appliquées de l'écologie, si on était sérieux. Mais on ne l'est pas. Donc voilà, toujours cet aspect militant. Donc effectivement, du coup, quand je recevais des journalistes, il m'est arrivé d'avoir le problème dont vient de parler notre animatrice, qui est un journaliste qui sait exactement ce qu'il veut qu'on dise, parce qu'il a vachement chiadé le dossier à sa façon. Il a lu des trucs, et puis avec ça, il est sûr de ce qu'il veut, et donc il sait ce qu'on doit dire, quoi. Et ça, c'est assez pénible. En réalité,
je préfère un journaliste qui, bien sûr, connaît un tout petit peu le sujet, mais qui au moins n'a pas des idées ultra préconçues sur ce que je dois dire, à une ou un journaliste qui sait très bien ce que je dois dire, et si je ne dis pas ça, alors il est paumé. J'ai vu une fois une expérience assez rigolote de journaliste qui venait matin. Enfin, c'était plutôt un docu qu'un reportage, mais enfin, sur l'origine du sexe. Et donc, c'était pour une émission qui s'appelait Nimbus à la télé. Et ils me tendent le micro. Donc, quand est-ce que le sexe est apparu dans l'évolution? Alors, je réponds, il est apparu dès l'origine de la vie. Les trucs, ils ont dû échanger dès le départ. Il me dit, non, attends, coupé. On veut savoir quand est-ce que ça a commencé. Et lui, il était convaincu. Il voulait que je lui dise, je sais pas, 2 milliards d'années ou un truc comme ça, quoi. Et moi, je lui dis non, c'était dès le début, quoi. Et on a recommencé 3 fois à la prise. 3 fois, j'ai dit la même chose. Et après, il est remballé tout et est reparti. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des journalistes, pour moi, qui... C'est pire que tout, quoi. Si jamais le mec, il sait déjà exactement ce que je dois dire, il a qu'à le dire lui-même, il n'a pas besoin de moi. Hein. Et donc, effectivement, l'ouverture d'esprit de là où du journaliste avec qui je travaille, pour moi, est presque plus importante que son degré de connaissance, normalement. Si je travaille bien en tant que scientifique qui fait de la vulgarisation, je dois pouvoir lui expliquer, même si jamais elle ou il n'est pas déjà très au courant du sujet. Voilà. Éric Guillardi, je crois que c'est aussi des situations que vous rencontrez. Oui, effectivement, je pense que ça a été bien dit par Juliette et Pierre-Henri à l'instant. Il y a foison de médias. Et donc, déjà, une chose qu'on apprend en scientifique, c'est à savoir à quel média on a affaire. Parce que ça ne va vraiment pas être la même chose. Je pense aussi, moi je suis tombé un petit peu dans le bain des médias sans le vouloir. Hein. Ça fait 20 ans maintenant, mais on se retrouve sollicité. Alors on y va, on dit mais oui, c'est important. Puis on se brûle les ailes 2 ou 3 fois. Et ensuite on se dit, il faudrait peut-être apprendre de quoi il s'agit, de sortir du laboratoire en fait. Et ça ne va pas de soi. C'est déjà, comme le disait Pierre-Henri, quel message, puisqu'il y a l'illusion de la neutralité du scientifique, mais dès qu'on sort du laboratoire, on fait un plaidoyer. Et donc déjà de savoir soi-même lequel et de le dire, pour moi c'est un préalable, c'est vraiment important. Alors une fois qu'il y a ça, ensuite il faut comprendre comment marchent les médias. Alors j'ai eu la chance d'avoir des médias training, dont un mémorable avec Fabrice Papillon, je me souviens, qui était vous connaissez peut-être, le dernier journaliste scientifique d'Europe 1, à l'époque, Europe 1, bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais... Alors, il est encore producteur quand même. Ah oui, non, mais il fait des choses super. mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quitté. Il y a eu, je crois, il le disait lui-même, hein, il y avait encore 7 journalistes sportifs à Europe 1, il n'y avait plus de journalistes scientifiques. Hein. Donc là, pour nous, c'est un vrai... ce que vous disiez, je rejoins complètement. Alors, donc ça dépend des médias. Il y a aussi quelque chose qui rend assez humble, c'est que, si j'ai bien compris, alors c'est dur de dire des pourcentages, mais dans 90% des cas, la rédaction a reçu une dépêche AFP, il y a un angle qui est défini par la rédaction, et qui on pourrait trouver comme scientifique pour faire passer l'angle. Donc nous, on a un faire-valoir, en fait, de quelque chose sur lequel on a assez peu de voilà. Bon. Alors ça dépend des formats, hein. Plus c'est court, plus c'est difficile. Maintenant, quand on a affaire avec des journalistes comme Juliette, où on peut relire l'article en entier, mais c'est du luxe inimaginable. Enfin, voilà. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a vraiment une diversité de... Alors la place pour la nuance, hein, ça c'est devenu... il y a certains médias où je ne vais plus parce qu'il n'y a plus de nuance. Donc c'est un choix citoyen que je fais, pas forcément... je ne vais pas donner d'exemple. Parce que voilà. Mais des médias plutôt télé, des médias plutôt Alors magazines. les médias télé, oui, c'est vrai que je me suis forcé au début à aller dans les médias télé, et puis je me force de moins en moins, on va le dire. C'est intéressant. Et c'est vrai que, alors j'avais appris l'entonnoir, là, le cône inversé, c'est-à-dire que moins on a de temps, plus on touche de monde. Mais d'entendre le conversation qui touche 6 millions de personnes, là, tout d'un coup, moi, ça, je dis fantastique, quoi, bravo. Il n'y a pas que la télé, le journal de 20 heures qui permet de toucher du monde. C'est drôle, j'ai fait un peu l'inverse que tu vas parler. Ouais, non, mais voilà. Sinon, évidemment, ça demande un énorme travail. Ça, je rejoins Juliette là-dessus. Et d'y aller sans être préparé. Alors, au bout d'un moment, ça va, on connaît, on élargit sa zone de confort. Mais c'est vrai que en fait, c'est de se retrouver... Pour moi, là, on en reparlera, hein, je sais qu'on n'a pas la même approche forcément avec Pierre-Henri là-dessus. Pour moi, il y a une éthique et de responsabilité de ce que je dis qu'en même temps un micro en tant que scientifique. C'est-à-dire que l'engagement citoyen,
ou militant. Moi aussi, ça, sur c'est très dur. Non. On l'exprime pas de la même façon. Voilà, on l'exprime pas de la même façon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu une vraie question, de plus en plus prégnante pour moi. Quand on m'invite, là aujourd'hui, je suis ici, pas parce que je suis un citoyen, parce que je suis climatologue, que j'ai une connaissance. Donc on m'a posé plein de questions sur la science, et puis parfois de moins en moins d'ailleurs de questions sur la science, parce que la science, bon, on est d'accord que le climat change, etc. Puis on va avoir 20 questions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Hein, les solutions, entre guillemets. Et là, alors moi, il y a quelques années, je me dis, je vais en profiter. Le citoyen va dire, faut faire ceci, faire cela, pas faire ceci, pas faire cela. Et en fait, ça me pose de plus en plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que d'abord, on était contre les négateurs, hein, les allègres et autres sbires du genre. Donc là, on menait le combat, vrai combat contre les méchants. Et donc ça, c'était presque facile. Et là, on se retrouve avec la collapsologie, l'éco-anxiété, qui sont tout aussi peu basées sur la science, en tout cas sur la science qu'on produit que ceux qui nient. Donc d'arriver à trouver une oreille pour cette nuance, de dire en fait que c'est... Enfin, moi, en tant que citoyen, je ne pense pas que c'est soit rien du tout, soit la fin du monde. C'est quelque chose dont il faut s'emparer, mais je n'ai pas de légitimité autre que celle de citoyen sur comment on s'en empare. Et cette nuance, elle devient vraiment importante. On en discute de plus en plus dans notre communauté. Donc voilà, c'est en gros la casquette. Hein, on va y revenir, puisque avec quelle casquette on parle. Mais pour moi, le changement climatique, c'est pas juste de la physique des sciences du climat que je connais. Ça va bien au-delà. Et là, j'ai pas plus de légitimité que n'importe quel citoyen. Bon, le débat est lancé. On reviendra à mon fil plus tard. On va continuer. Pierre-Henri, vous, votre position, elle est différente. Oui, alors peut-être que c'est aussi parce que je travaille sur la biodiversité où la situation est plus complexe. Enfin, en tout cas, elle a l'air plus complexe. Pourquoi elle a l'air plus complexe ? Parce que la biodiversité, c'est a priori plus complexe que le climat. Pas que le climat, ça soit simple, mais enfin, il y a quelques équations, les équations de Navier-Stokes, etc., qui sont au centre. Et puis, il y a des paramètres globaux comme la température, etc., qui peuvent être donnés, alors qu'en biodiversité, on n'a pas l'équivalent. Il y a aussi le fait que faire des prédictions relativement cadrées pour 10 ans, 20 ans, etc., c'est faisable avec des marges d'erreur pour le climat, c'est quasiment totalement infaisable pour la biodiversité. Mais, du coup, le confort pour un scientifique, justement, c'est d'être dans la nuance. Vous voyez, c'est complexe, c'est multifactoriel. Pourquoi la biodiversité se casse la figure ? C'est multifactoriel. Il y a plein de facteurs, il y a des interactions, il faut faire plus de recherches pour le savoir. Et puis en plus, quand on est un chercheur, dire qu'il faut faire plus de recherches, vous comprenez, c'est super confortable. Hein. Donnez-nous de l'argent, etc. En réalité, à partir de maintenant, quand j'entends c'est multifactoriel, il faut faire plus de recherches, j'ai une lumière rouge qui s'allume dans ma tête. Parce que ces phrases-là, elles ont commencé à devenir vraiment fréquentes à partir du 15 décembre 1953. C'est une date importante dans l'histoire du monde. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 décembre 1953 ? Les grands patrons de cigarettes américains ont rencontré un grand patron des public relations qui s'appelait Hill, qui leur a expliqué qu'ils allaient avoir des problèmes avec le cancer du poumon, que s'ils se contentaient de dire que ce n'était pas vrai, ils allaient perdre, et qu'il fallait qu'ils créent une controverse, et qu'ils fassent croire, qu'ils mettent en avant un fait évidemment vrai, qui est que le cancer du poumon, c'est multifactoriel et qu'il faut plus de recherche. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont financé toutes les recherches sur les causes du cancer du poumon et des autres, d'ailleurs, qui ne soient pas le tabac. Et ça a super bien marché. De 1953 à 2000, en gros, pendant 50 ans, ils ont réussi à noyer le poisson. Pas le poisson, le fumeur, etc. Il se passe exactement la même chose avec la biodiversité actuellement vis-à-vis des pesticides. Le Guardian, par exemple, a montré un très très bel exemple d'un cas où un programme de recherche sur pourquoi les abeilles s'éteignent a été subventionné par une université anglaise, mais avec 10% d'apport par Syngenta, une grande boîte qui produit des pesticides. Et grâce à ça, Syngenta a réussi à ce qu'on cherche toutes les causes d'extinction des abeilles, sauf les pesticides. Et si vous regardez ce qu'on va vous dire sur la biodiversité, donc on va vous dire c'est multifactoriel, il y a plein... Or, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que depuis 30 ans, on a perdu 80% de la biomasse d'insectes dans les zones protégées européennes. Ça, c'est un fait.
80% de la biomasse. Ça veut dire qu'on n'a pas, si on recommence pendant encore 30 ans et qu'on repère 80% de ce qui reste, je ne vous raconte pas le résultat. Sachez quand même que les insectes, c'est à la base de beaucoup de choses, ça sert à beaucoup de plantes, et puis ça nourrit la plupart des autres animaux. Et puis d'ailleurs, quand on tue les insectes, on tue sûrement pas qu'eux. On tue tout le monde, en fait. Donc en fait, actuellement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 30 ans ? La seule chose nouvelle, c'est qu'on a des nouveaux pesticides et qu'on enrobe les graines avec et qu'on les met dans les champs, quelle que soit la situation. On ne met pas les pesticides quand il y a une attaque, on met les pesticides à l'avance tous les ans. Tous les champs de grande culture sont totalement saturés de pesticides. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette réalité a modifié votre prise de position dans les médias ? Alors, je dois d'abord vous dire que si je me suis rendu compte de ça, c'est grâce à un journaliste qui s'appelle Stéphane Foucard et qui a beaucoup décrit cette situation. Il n'est pas le seul, mais il a été très actif. Et puis, donc, dans un livre qui s'appelle, par exemple, Demain sera silencieux, il décrit parfaitement tout ce que je viens de vous raconter là. Et moi, je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir, parce qu'il y a 10 ans, quand on me demandait pourquoi les abeilles s'éteignaient, je disais c'est multifactoriel, gna 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 gna. Donc moi, qui suis un scientifique plutôt pas très dans la ligne, eh ben, je m'étais quand même fait avoir aussi. Je me suis dit que donc, je ne devais pas être le seul. Et du coup, je me suis un peu radicalisé, contrairement à toi. C'est-à-dire que les nuances, ça commence à bien faire. Il faudrait quand même être clair. Actuellement, il y a des industries qui sont en train de détruire notre planète. Et ces industries, pour ce qui concerne le climat, on les connaît. Pour ce qui concerne la biodiversité, on les connaît aussi. Alors, il faut le dire. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qu'on pourrait faire des tas de choses, etc. Mais la première chose, c'est qu'il faut que ces tueurs arrêtent de tuer et qu'après, on pourra discuter des détails du reste. Voilà. Donc, moi, j'ai eu tendance, au contraire, à dire arrêtons de jouer, de se faire plaisir à raconter tout dans la nuance, parce que, évidemment, que c'est agréable pour un scientifique d'être dans les nuances, etc., d'être dans le multifactoriel. C'est bien plus satisfaisant pour l'esprit que de caricaturer un peu. Mais d'un autre côté, je pense que devant l'urgence de la situation, le fait de dire que les choses sont multifactorielles, qu'elles sont complètes, qu'elles sont nuancées, c'est une manière d'éviter que des décisions soient prises. Moi, je ne dis pas quelle décision il faut prendre exactement. Ce que je sais, c'est que je connais les causes majeures des problèmes qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Allez-y, Éric Guérelli. Oui, non, je suis d'accord sur beaucoup de choses que dit Pierre-Henri, mais ce que je veux dire, c'est que là où il y a de la nuance, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, où je dois dire que j'enlève ma casquette de scientifique et je prends ma casquette de citoyen, c'est pour dire, bon, effectivement, le changement climatique, il ne s'agit pas de dire c'est multifactoriel, on sait très bien que c'est lié à l'activité humaine et que ça va avoir des impacts négatifs. Maintenant, ce qu'on décide de faire, ça dépend de ce à quoi on accorde de la valeur, d'une discussion démocratique, de tout un tas de facteurs où là, moi, en tant que scientifique, je peux peut-être borner la discussion en disant non, là, votre négociation entre citoyens et politiques, ça sort de ce que la physique autorise. Mais à l'intérieur, j'ai pas plus de connaissances. Alors là où je rejoins Pierre-Henri, je pense que il y a une différence entre le climat et la biodiversité. C'est vrai que la perception, on le voit maintenant, moi maintenant quand je parle autant du climat que de la biodiversité. Par exemple, je suis dans le conseil scientifique de l'éducation nationale, je m'occupe d'un groupe qui s'appelle Climat, Biodiversité, Éducation et Développement durable. Donc c'est vraiment, maintenant on prend tout ça ensemble, parce que c'est à peu près les mêmes, ça pose les mêmes questions sur ce qu'on veut comme société. Mais moi je préfère l'aborder. Pendant très longtemps, je sais que c'est toujours une difficulté quand on est scientifique, comment on termine nos présentations dans le public. Alors pendant des années, je pense que les gens devaient se tirer une balle dans la tête après la présentation, en disant c'est fichu, c'est foutu. Puis en même temps, je me disais mais pourtant c'est pas une conclusion de ce qui sort du rapport du GIEC. Bon, alors j'ai essayé plein d'autres choses et tout ça. Et là maintenant, je termine en disant mobilisez-vous plutôt que de trouver ce qu'on peut faire pour le changement climatique. C'est plutôt se dire la crise climatique, la crise de biodiversité, qu'est-ce que ça peut faire pour nous ? Et quelle réflexion, quel monde on veut, quel niveau de risque on est prêt à accepter, qu'est-ce qui est important, pas important. Donc ça, c'est de le prendre au niveau politique, c'est une discussion qu'on doit tous avoir. Donc c'est là où je peux intervenir en tant que citoyen, mais il n'y a pas que moi qui peux le dire, il y a plein d'autres gens. Voilà. Vas-y, Jennifer. Ouais, il y a quelque chose que je retiens à vous écouter là, c'est on parle notre rencontre, c'est pour dire comment ça se passe entre nous,
Et là, on est en train de parler de collaboration et d'échange. Il y a des choses que les journalistes peuvent faire, pas les scientifiques, et inversement. Stéphane Foucard dans Le Monde avec Stéphane Aurel qui travaille sur toutes ces questions hyper sensibles. Et je vous engage aussi à voir, je pense qu'il est encore en ligne, Stéphane Foucard, il a fait le conseil sur un documentaire qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, qui est vraiment ce même thème, c'est-à-dire on va instrumentaliser la science pour faire du bruit autour de questions comme ça, et on n'agit pas, en fait. On vous invite tous à lire le livre qu'ils ont coécrit avec les deux Stéphane. Et Stéphane Sylvain Aurel et Steven Lawrence, parce que vraiment, si vous traitez de questions scientifiques liées à l'environnement, c'est vraiment très, très instructif. Alors, c'est sur l'aspect français, des groupes qui jouent ce jeu de marchand de doute, et donc ça s'appelle Les Gardiens de la Raison. Ouais, Les Gardiens de la Raison. Alors, oui, moi j'ai des réserves sur ce livre, mais on pourra en discuter dans un autre cadre. Hein. Mais voilà, juste pour finir sur ce point, le journaliste, il peut enquêter. Il peut enquêter, c'est-à-dire il peut passer des coups de fil, être désagréable, prendre son temps et avoir ça, c'est-à-dire cette idée que je ne connais rien, je vais voir ce qui se passe. Après, il y a le fameux truc de où est l'argent. Donc, il faut voir où est l'argent pour comprendre où sont les problèmes. Le scientifique, lui, il peut amener toute sa connaissance, la hiérarchisation des problématiques. On voit bien, là, c'est la question. C'est complexe, mais dans cette complexité, qu'est-ce qui est plus important ? Il y a du complexe qui est plus important que d'autres. Donc, en fait, moi, je trouve que cette idée de la collaboration entre ces deux professions est essentielle. Et que les projets qui naissent de ces collaborations, que ce soit quelque chose de personnel, d'une prise de conscience, de projets comme Conversation, de livres, d'initiatives, elle marche bien, elle est très complémentaire, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et je veux dire que pour faire cette enquête, ça va me permettre de reprendre un tout petit peu mon fil. Mais pour faire cette enquête, il faut avoir conscience de la position aussi des chercheurs qu'on va aller chercher. Et donc ça nous permet d'aborder la question de la neutralité supposée des chercheurs et du fait que finalement, elle n'existe pas pour les journalistes, elle n'existe pas plus pour les chercheurs. Est-ce qu'on peut un petit peu élaborer ce point ? Je vais bien commencer, puis tu compléteras. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur tout là-dessus, mais quand même, il y a des points sur lesquels on a une certaine neutralité. Je veux dire que si on discute de savoir quels sont les processus majeurs de l'évolution, du mouvement des planètes, et je dis neutralité, le mouvement des planètes, c'est intéressant, parce qu'au fond, c'est neutre socialement aujourd'hui, ça ne l'était pas tant que ça au moment de Galilée. Ce qui n'empêche quand même que Galilée avait une attitude de neutralité scientifique, mais dans un contexte où ce sujet n'était pas neutre sur le plan social. Donc c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, il y a des sujets qui sont essentiellement scientifiques et qui posent pas beaucoup de problèmes de neutralité. Et puis après, il y a les controverses socio-techniques, et ça, je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure. Quand il s'agit de savoir non pas qu'est-ce qui se passe, mais ce qu'il serait bon de faire, c'est qu'il est bon ou non de faire, là, on rentre dans un débat qui ne peut plus être seulement de l'ordre du scientifique, puisque le concept de bon ou de mauvais n'est pas un concept scientifique. Voilà. Donc, du coup, la question de savoir dans quel monde on a envie de vivre, ou dans quel monde on a envie que les générations futures vivent, ça devient un élément du débat qui n'est pas de nature scientifique. Et justement, je pense que c'est ça qu'on peut reprocher à certaines classes de scientifiques et de gens qui s'intitulent eux-mêmes, d'ailleurs en général rationalistes, c'est de prétendre que la rationalité peut aussi nous dire où on doit aller. La rationalité peut nous dire comment on peut aller à un endroit. Mais la rationalité n'a pas à nous dire où on doit aller. La rationalité ne peut pas vous dire si vous devez être raciste ou pas. La rationalité ne peut pas vous dire si vous devez vaincre les inégalités au niveau mondial. La rationalité ne peut pas vous dire si jamais vous devez éliminer les gens qui sont inférieurs aux autres. Et ce dernier exemple, je le prends parce que ça a existé dans les années 1920-1930, le mouvement eugéniste, qui était un mouvement très puissant dans tout le monde anglo-saxon, a proposé l'idée qu'il fallait éliminer les ratés de manière à améliorer la population humaine. On a stérilisé 75 000 personnes aux États-Unis, avec l'accord complet de toute la communauté scientifique, au nom du progrès. Alors rassurez-vous, en France, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait rien compris à la génétique à l'époque,
Mais sinon, ça a été 175 000 aux États-Unis, mais proportionnellement plus encore dans les pays scandinaves. En Suisse, et évidemment, l'Allemagne a été le champion du monde. Et ça, c'est un truc intéressant aussi. Vous voyez, l'Allemagne, le nazisme apparaît en Allemagne, et en France, dans les livres d'histoire, on a l'impression que c'est une espèce de verrue qui est apparue toute seule comme ça au milieu de l'Europe, alors qu'en réalité, il s'agissait de la radicalisation d'un mouvement international de sélection des humains. Alors, dans la façon dont on écrit l'histoire en France, qui est très très dominée par les sciences humaines et pas du tout par les sciences de la nature, et ben, ce genre d'aspect est totalement négligé. Et pareil, après, en Union soviétique, en revanche, on a rejeté toute génétique, on a tué tous les généticiens. Eh bien, l'agriculture soviétique s'est effondrée pour cause de mauvaises bases. Et en France, on va vous dire que c'est parce que les kolkhozes, c'était pas terrible, etc. Donc, je voyais bien à quel point la science agit sur la société. Sans aller jusqu'au nazisme, on peut quand même aussi un petit peu expliquer comment il y a des écoles de pensée au sein des scientifiques et comment ça peut avoir différentes lectures d'un fait scientifique et qu'il faut avoir conscience pour nous à qui on s'adresse. Je pense que pour vous, c'est difficile. Et effectivement, la question, on a parlé du financement, etc. Mais quand je vous parle des rationalistes, il n'y a pas que les scientifiques qui vont vous défendre à tout crin les OGM, toutes les techniques les plus délirantes, les pesticides, etc., au nom du progrès technique. Et vous allez avoir les scientifiques, avec en tête l'Académie des sciences, la direction du CNRS, de l'INRA, etc., puis, mais aussi toute une série de youtubeurs, les zététiciens, qui se croient critiques, mais qui en fait ne sont critiques que vis-à-vis des choses qui ne sont pas eux et qui manquent beaucoup d'autocritique. Donc on a une grosse difficulté là, et je pense que c'est une difficulté terrible pour nous, scientifiques, et pour les journalistes. Les journalistes, comme tu disais, je pense qu'il faut qu'ils fassent vraiment des investigations. Ils ne peuvent pas juste regarder les deux points de vue, puis comme ça se dire c'est celui-là le bon. Il y a tout un travail à faire pour comprendre pourquoi ces visions sont différentes. Parce que vous en pensez. Juliette, tu voulais... Oui, mais non, je voulais rebondir aussi sur la neutralité du journaliste, puisque tu as dit, évidemment, le journaliste n'est pas neutre. En fait, c'est pas... On doit être neutre. On nous a appris à l'école des journalistes d'être neutre, d'interviewer toujours la partie A et la partie B, d'avoir les deux points de vue. Et je pense... Oui, mais dans les sciences, enfin là, moi, oui, mais justement, oui. Il y a pas on peut se retrouver à instrumentaliser un débat. Oui, mais 50-50 pour la Terre plate et Terre ronde. Mais alors, tout le monde m'a interrompu, je n'ai pas pu terminer. Pardon, excuse-nous. Bon, c'est juste ce que je voulais dire. Non, mais en fait, c'est pas si évident que ça, puisque pendant longtemps, on a laissé la parole aux climato-sceptiques, aux climato-négationnistes, enfin comme on veut. Et ça a été aussi, j'en reviens toujours à cette histoire de responsabilité journalistique, de laisser trop de temps de parole aux gens pour qui le consensus scientifique autour du changement climatique, notamment, ou de l'effondrement de la biodiversité, n'était toujours pas un fait acquis. Et quand on regarde, ça fait pas si longtemps que ça. Et il y a encore des gens qui sont invités sur des plateaux télé et qui ont un temps de parole même supérieur aux autres. Et donc là, on verse dans la responsabilité d'alimenter le complotisme. Et je pense qu'on ne peut pas avoir ce débat aujourd'hui sans parler de ça, parce que c'est pas derrière nous. Là, on est dans une sorte d'entre-soi où tout le monde est bien d'accord sur des valeurs communes qui nous paraissent de base, mais qui ne sont pas du tout partagées par une grande partie de la population. Donc, je pense qu'une des réponses à ça, c'est aussi nous d'être capables d'identifier les bonnes expertises et donc d'aller chercher les gens compétents. Et c'est pas si évident que ça. Enfin, moi, très souvent, j'appelle des gens, je leur dis, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Ils me font, je ne suis pas compétent. Et c'est pas leur sujet précis, c'est le sujet de leur voisin. Leur voisin est peut-être pas dispo, donc je suis un peu coincée. Et ils connaissent quand même le sujet de leur voisin, ils discutent avec lui tous les jours, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut discuter de cette difficulté-là du champ d'expertise et comment on demande aux chercheurs finalement d'élargir un petit peu leur zone de confort? Alors, je pense déjà dans la science, le mot science recouvre un certain nombre d'objets très distincts. Il y a d'abord la connaissance scientifique qui est établie, qui, comme disait Pierre-Henri, vient d'une communauté située dans le temps. On pense qu'aujourd'hui, le consensus, c'est ça. Donc ça, c'est de la science. Alors, j'aime pas le mot établi parce que c'est jamais... Enfin, en tout cas, on se base là-dessus pour la compréhension du monde qu'on a aujourd'hui. C'est relativement costaud. Ensuite, il y a la science en train de se faire.
Et là, c'est vraiment pas la même chose. Là, il y a des débats entre scientifiques, il y a des mêmes faits, il y a des hypothèses différentes. Ça se passe dans les journaux scientifiques, dans les congrès. Parfois, ça ressort dans les médias. Et alors, on organise une table avec 2 experts, et ça bataille. Et le troisième, qui est vraiment différent, c'est l'expertise en soutien à la décision de société. Donc ces 3 choses-là sont complètement différentes. Là, quand je parle d'expertise, je parle d'expertise dans le langage courant, pas d'expertise dans le langage scientifique, parce que les scientifiques estiment qu'une expertise, c'est un exercice collectif qui permet de répondre à une question, etc. Donc là, j'étais plutôt dans une Oui, mais justement, pour ouais. répondre à votre question, je pense qu'il faut vraiment distinguer, et pour vous tous, de la personne à qui je vais parler, dans quel registre je vais lui demander un échange. Posez-vous d'abord cette question. Est-ce que c'est de la science établie? Est-ce que c'est de la science en train de se faire des débats? On voit bien avec le Covid. Il y a des choses qu'on sait sur la propagation des virus, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et puis ensuite, il y a les décisions qu'on doit prendre qui s'appuient sur la science. Et donc, pour moi, plus on va vers l'expertise, moins le scientifique peut être neutre. Pour reprendre, je suis d'accord avec Pierre-Henri que plus on est vers la connaissance, oui, on sait que le changement du climat est lié à l'émission de gaz à effet de serre. Ça, je peux être assez neutre quand je le dis. Mais ensuite, pour dire par exemple, qu'est-ce que ça va changer sur les précipitations en France? Alors là, débat scientifique en ce moment. Peut-être le sud, il pleuvra un peu moins, le nord un peu plus, mais quand... Là, on ne peut pas. Donc de dire... et ensuite, quand la décision qu'on doit prendre, est-ce que je dois changer mon type d'agriculture, mettre des digues, tout ça, cette expertise, et moi maintenant j'en suis totalement convaincu, c'est pas le scientifique qui sait, c'est de la co-construction de l'expertise avec les acteurs, avec les citoyens, avec les politiques, avec... Et donc, suivant le registre dans lequel on est, on ne va pas du tout... le scientifique ne joue pas le même rôle. Moi, il m'a fallu du temps pour réaliser ça, pourtant, en sortant pendant des années. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un travail, et je pense que c'est le même que vous faites. Hein. De certaine façon, on est des passeurs de savoir les uns et les autres. Hein. C'est de bien savoir dans quel registre on se place de cette chaîne, hein, connaissance, science en train de se faire, expertise. Et la plupart des questions sociétale où là il y a un vrai débat, c'est sur qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, ce qui intéresse les médias, beaucoup de médias grand public, c'est qu'est-ce qu'on fait, le débat politique, etc. Et c'est quand quelqu'un va chercher un argument pour ou contre, en faisant un grand saut dans la connaissance, qu'il y a un problème. Donc dire à quelle casquette on vient, et quelles sont les valeurs qui motivent dans ces 3 registres, ça me semble important. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que effectivement on parle de complotisme, j'ai entendu cette expression, je ne sais plus qui l'a dit, on a perdu le goût du vrai. Et c'est quelque chose, fin du 19e, ou même jusqu'à alors je ne sais pas à partir de quand on peut dater, que quand il y avait une découverte scientifique, on comprenait quelque chose, c'était positif. Et je pense que ça, on l'a perdu. Alors il y a peut-être des raisons, sûrement plein de raisons, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on essaie de faire à travers l'éducation, c'est de redonner le goût du vrai. Donc c'est l'esprit critique, mais c'est aussi savoir s'émerveiller, de dire que la science, ça fait c'est incroyable de comprendre comment le monde fonctionne, et donc ça redonne une valeur positive à comprendre les choses. Je pense que tant qu'on n'aura pas retrouvé cette valeur positive à comprendre les choses, ce ne sera pas un plaisir de comprendre, on aura du complotisme, du n'importe quoi. Vas-y, Jennifer. Ouais, sur la question centrale en fait, de l'éducation. L'éducation à la science, l'éducation aux médias, c'est-à-dire comment tout ça fonctionne. Comment, je ne sais pas parmi vous là qui se destine au métier de journaliste, mais en fait, quand on travaille comme journaliste, on est pris dans un système aussi. Tout ce qu'on évoque là de certains propos qui ont plus d'espace que d'autres pour créer de la polémique parce que derrière il y a des enjeux d'audience. Enfin bon, tout ça c'est assez compliqué. Il faut le comprendre. Mais sur l'éducation, c'est vrai que nous, à The Conversation, c'est une question qu'on se pose beaucoup parce que on reçoit énormément de propositions de scientifiques qui veulent s'exprimer, mais ça suffit pas. Il faut quand même organiser toute cette prise de parole parce que sinon c'est du bruit. Nous on rajoute encore du bruit. Donc là très récemment on s'est dit il faut vraiment, au-delà du fait de taguer certains contenus avec des mots-clés thématiques, il va falloir aussi qu'on les range.
Est-ce que ça, c'est la science en train de se faire ? Parce qu'au moment du Covid, bien sûr, nous on était en plein dans cette actualité, ça a été le tsunami de propositions. Et pour s'y retrouver et ne pas contribuer nous-mêmes au bruit qui peut cacher les décisions, les intérêts, eh bien, il a fallu vraiment faire attention. Et aussi, on s'est rendu compte à cette occasion que beaucoup de nos lecteurs, mais plus généralement du public, n'avaient aucune idée de comment les scientifiques travaillaient, en fait. Pourquoi ils ne sont pas d'accord ? Oui, pourquoi ils ne sont pas d'accord ? Parce que justement, ils sont en train de travailler sur une question qui est là. Et ça, cette éducation à comment ça se passe, comment vous travaillez dans vos labos, comment vous élaborez la connaissance, ça, je pense qu'il y a un gros déficit quand même. Et qu'il faut arriver... un média qui ne s'intéresserait qu'à ça aurait vraiment beaucoup de travail devant lui. Ça me paraît important. Allez-y, Pierre-Henri. Ouais, je vais revenir sur deux choses. Le complotisme, d'une part, et les désaccords entre scientifiques dans des sujets comme le Covid, ça me semble intéressant. Alors, l'aspect complotiste, d'ailleurs, je voulais vous dire que je trouve que le documentaire dont on a parlé tout à l'heure, La fabrique de l'ignorance, il est très intéressant, sauf que la fin est totalement ratée. Pourquoi ? Parce que tout le début vous montre d'énormes complots fabriqués par l'industrie du tabac, l'industrie des pesticides, etc. Et la fin se moque des complotistes. Et il n'y a pas de transition. Et justement, le problème, c'est qu'on sait qu'il y en a des complots. Voilà. Donc, ces marchands de doute qui ont été payés par les marchands de tabac, qui ont été payés par les industries pétrolières pour le climat et qui sont maintenant payés par les... Et d'ailleurs, qui continuent à être payés aux USA par les industries pétrolières, hein, et qui sont maintenant payés par les industries agrochimiques pour les pesticides, et ben, c'est du complot, il n'y a pas de doute. Donc, il faut arrêter de se moquer des complotistes, il faudrait juste les amener à se rendre compte que tout n'est pas complot. Et c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que justement, la communauté scientifique est lourdement coupable dans ces affaires de complot. Je voudrais quand même être très clair là-dessus. Dans les histoires de tabac, le président de l'Académie des sciences américaines, les directeurs des plus grands laboratoires américains ont été impliqués aux côtés des producteurs de tabac pour des raisons très complexes. Je pense qu'il y a une raison majeure qui est beaucoup de scientifiques croient au progrès et c'est une sorte de religion. Le progrès est vu de façon positiviste, de façon scientiste, et rationaliste, est devenu une religion. Et c'est assez rigolo de voir les rationalistes se comporter comme des religieux qu'ils combattent par ailleurs très fort, mais en ayant créé une nouvelle religion en quelque sorte. Donc, du coup, ça fait que la communauté scientifique elle-même n'est pas nécessairement très crédible. L'Académie des sciences a publié un rapport pour dire que l'amiante ne posait pas de problème. La plupart des membres de l'Académie des sciences françaises ont signé un truc qui s'appelait l'appel de Heidelberg en 1992, qui était un truc qui critiquait le sommet de la Terre de Rio et qui disait qu'il fallait faire attention, que bien sûr il y avait des problèmes avec la planète, mais que les écologistes étaient animés d'options anti-rationalistes qui s'opposaient au progrès. Et tout le monde a signé. Maintenant, on sait que c'est les industriels de l'amiante qui ont écrit ce texte. Avec l'aide de l'industrie du tabac, on le sait, grâce à la déclassification des archives du tabac. Donc, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que sur ce plan-là, les scientifiques ne sont vraiment pas clairs, et ils le sont d'autant moins que la science, au cours du 19e et 20e siècle, est devenue terriblement réductionniste. C'est-à-dire qu'on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette. La biologie, c'est devenu quasiment que de l'étude de l'ADN, à quelques détails près pendant un moment. Alors, le détail en question, c'était les naturalistes. Je suis au muséum, je défends un peu ma boutique, mais enfin, c'est pas tout à fait que je défends ma boutique, parce que je suis allé au muséum pour ça. Avant, j'étais à la fac et au CNRS. Mais voilà. Et quand j'étais à la fac, que je dirigeais le labo d'écologie de la fac d'Orsay, j'étais en conflit permanent avec mes collègues biologistes qui considéraient que l'écologie, c'était le truc qu'on fait le week-end, mais que la vraie science, c'était l'ADN qui faisait toute la journée, quoi. Et donc, je suis allé au muséum parce que j'en avais tellement marre de ça que là, au moins là, je suis avec des gens qui comprennent que la biodiversité, c'est un truc important, il n'y a plus besoin de leur expliquer tous les jours. Donc, ces visions, ça, c'est pas du tout neutre. Regardez ce qui s'est passé avec cette troisième vague de Covid. Les gens qui s'occupent d'évolution des virus, c'est-à-dire des gens très minoritaires dans la communauté des virologues. Les virologues, la plupart, ce qu'ils connaissent, c'est l'ADN des virus, point barre. Les gens comme Pierre Sonigo,
auteur d'un livre célèbre qui s'appelait Ni Dieu ni gène il y a quelques années, et qui est un virologue assez compétent. Ça fait belle lurette qui clame partout que ce qui est en train de se passer avec les nouveaux variants du coronavirus, c'est que vous savez qu'on a déjà 2 coronavirus qui nous donnent des rhumes. Pourquoi ils nous donnent des rhumes et qui ne nous tuent pas? Parce qu'on les attrape tout petits, on est immunisé rapidement, etc. Mais pas seulement. Il y a aussi le fait que lorsqu'un virus évolue dans une population, un nouveau virus qui arrive dans une nouvelle population, il est souvent très méchant. Au fur et à mesure que le temps passe, la sélection naturelle sur le virus le rend plus contagieux. Et souvent, devenir plus contagieux, c'est être moins méchant. Pour le coronavirus, plus il infecte nos voies supérieures et moins il va se foutre dans les poumons et dans la circulation, plus il est contagieux, puisque c'est les voies supérieures qui permettent d'être contagieux. Donc on peut prédire que l'évolution du coronavirus, ça va être d'être de plus en plus contagieux et de moins en moins méchant. Et donc le fait de regarder seulement la courbe des cas, les cas, ça veut dire des gens positifs sur un test, ce qui n'est pas ce qu'on appelle un cas en médecine, mais bref, ben, ça ne suffit pas, il faut regarder aussi le rapport du nombre de cas sur le nombre d'hospitalisations qui devrait baisser. C'est ce qu'on observe. Pierre-Henri, je vais vous arrêter parce qu'on n'est pas là pour discuter d'infection. Non, mais je voudrais vous dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc le fait que les scientifiques connaissent que l'ADN et ne connaissent pas les aspects évolutifs, les aspects globaux du fonctionnement des populations de virus, eh bien, les a amenés à dire des choses qui étaient fausses. Et du coup, il y a eu des désaccords chez les scientifiques entre ceux qui regardaient des aspects globaux comme l'évolution et l'écologie des virus et ceux qui regardaient des aspects très ponctuels. Moi, je vais interrompre nos chercheurs là, parce que là, on a 2 exemples de gens qui sont habitués aux médias, qui parlent volontiers extrêmement concrètement des choses, et c'est passionnant. Mais dans notre vie de journaliste, c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on peut aussi évoquer les difficultés qu'on a parfois à aider les chercheurs à accoucher d'un propos qu'on peut utiliser? Je sens que Agnès veut que je raconte une anecdote. Par exemple. Non, mais effectivement, en préparant cette table ronde, j'ai raconté à Agnès avant le Covid, j'avais obtenu dans un journal financier d'avoir une interview d'une... ça y est, j'ai dit d'une, donc je ne voulais pas dire son nom, mais d'une grande climatologue. Et j'avais obtenu d'avoir 4 pages, donc dans un journal financier, c'est déjà énorme. Et donc je l'interviewe et suivant ma bonne méthode, je lui fais tout relire. Et le papier revient, il faisait 8 pages. C'est-à-dire que... Il y avait et justement on parle des incertitudes, voilà, et donc cette personne qui est formidable, mais avait mis des nuances absolument partout. Donc je lui ai expliqué très gentiment que c'était absolument impossible que j'obtienne 8 pages, donc j'en ai obtenu déjà une de plus. Et donc, on a retravaillé ensemble une version qui lui allait, puisque moi, j'avais rien inventé de ce qu'elle disait, mais qui était qui allait un peu plus droit au but et qui était moins scientifique dans sa formulation. Voilà. Jennifer, aussi, la question d'aider les chercheurs à avoir un propos concret. Un propos concret, un propos qui puisse être... nous, on a un gros mot là, qu'on utilise souvent en salle de rédaction. On dit il faut que ce soit concernant. Alors, ça fait un peu cuisine, recette de cuisine, mais l'idée, c'est que on va pas pouvoir embarquer des gens dans des choses plus ou moins complexes, mais qui peuvent quand même nécessiter de faire un effort. Il faut les accompagner. On peut pas juste... on peut aller voir des super spécialistes et puis donner ces informations. Si on n'a pas adopté les petits trucs des journalistes qui est d'essayer de trouver un angle en fait au propos, de trouver un titre qui va accrocher, qui va permettre à la personne de se sentir concernée, ça ne sera pas lu. Alors, quel est l'intérêt de travailler, d'harceler des spécialistes pour qu'ils passent du temps à écrire des choses ou à répondre à des questions si c'est pas lu? Ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est dommage. Donc, nous, on travaille sur une base quotidienne, mais ce qu'on fait, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pratiqué de façon très large dans toute la presse, mais nous, on passe beaucoup de temps au téléphone avec les chercheurs, c'est-à-dire avant de produire quoi que ce soit, on discute. Et l'idée,
moi, je suis OK pour faire le candide. C'est-à-dire, je dis toujours, bon, je vais poser une question un peu débile, mais c'est vrai que ça se passe bien. Parce que... Stratégie très, très utile pour tous les apprentis journalistes. Voilà. On a le droit de faire ça. On Oui, a le droit oui, de paraître bête on a le dans droit, une interview. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et puis, en fait, comme ça, il n'y a pas de problème, en fait. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Et l'idée, c'est aussi de dire à la personne, vous allez vous adresser... potentiellement à beaucoup de gens, donc pensez à quelqu'un de votre famille, essayez d'y mettre quelque chose d'un peu humain, hein. C'est aussi important. Il y a des ressorts, mais on vous parle beaucoup avec la question climatique, vous avez forcément entendu parler de la question d'avoir des récits. Il faut avoir des récits pour que ces questions puissent passer, puissent être comme métabolisées par chacun d'entre nous, pour qu'il y ait derrière des actions. Et ça, je pense que les médias, ils peuvent aider à ça en rendant la parole scientifique ou l'intervention scientifique accessible et qui peut leur permettre d'être curieux, de pouvoir s'émerveiller, de comprendre que c'est pas toujours simple, ou de se dire c'est pas très compliqué, voilà, j'ai bien compris où était le problème. Donc ça, tout l'arsenal d'une certaine simplification, hein, un bon titre, un bon angle, une bonne accroche, des belles photos, ça marche en fait. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus J'ai l'impression que... Oui, moi ça me fait penser à propos des anecdotes. J'avais été invité par Le Monde, ils font des séries l'été de 6 articles. Et là, ils en avaient fait un. C'était le thème. Sur quoi c'était l'expertise ou la confiance. Je crois que c'était... La confiance dans l'expertise. Oui, non, non, ils avaient appelé ça un titre, La vérité, si je m'en... Oui, La vérité, voilà. Ils avaient choisi La vérité. Donc, il y avait un avocat, il y avait un scientifique. Alors, La vérité, c'est un grand mot, parfois un gros mot même, mais bon. Et en fait, donc je sais depuis, avec l'expérience, que donc j'avais rédigé ma tribune. Et je sais que le journaliste qui me l'a commandé, il ne maîtrise pas son titre. Ça, je sais depuis longtemps que voilà, quand on voit un titre et que bon, j'ai compris ça y est, j'en veux plus. Il faut aller voir le rédacteur en chef directement et lui dire. Ça aussi, on a le droit de l'expliquer aux gens qu'on interviewe parce qu'ils peuvent être très surpris de la titraille. Bon, et donc je dis quand même bon, je sais que voilà, mais si vous pouvez associer de façon positive science et confiance, c'est vraiment l'idée que j'essayais de passer. Et le titre qui est sorti, c'était La science sans confiance. Alors là, je dois dire que c'est... bon. Donc, si jamais vous trouvez cet article, ne vous arrêtez pas au titre. Et voilà, toutes les raisons pour lesquelles... Je voudrais juste dire que là, on parle de presse écrite. Il y a aussi les médias comme la radio ou la télé. Et là, la situation est bien pire. Moi, quand je dirigeais le laboratoire d'écologie de la fac d'Orsay, mes collègues, à la fin de l'année... pour faire le dernier séminaire de l'année, pour changer un petit peu, il m'avait dit, tu pourrais pas inviter un journaliste pour discuter avec nous de ces questions. Et donc j'avais fait venir Marie-Odile Monchicourt, qui faisait les chroniques sciences à France Info. Et je me souviens qu'il y a eu un moment où il y a eu vraiment un moment de blocage entre elle et le groupe de scientifiques qui était dans la salle, parce qu'elle a dit, je ne peux pas faire parler un scientifique, je ne peux pas tendre le micro à un scientifique qui parle mal. Si je tends le micro au scientifique et qui se met à bredouiller, c'est grave pour moi. Et si je fais ça 3 fois, mon émission est supprimée de la chaîne. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre un scientifique qui parle mal. Et du coup, mes collègues lui ont dit, bon, alors entre un scientifique qui parle mal, mais qui dit des choses vraies, et un scientifique qui parle bien, et qui dit des choses fausses, qu'est-ce que vous choisissez ? Elle leur a répondu, je ne peux pas prendre un scientifique qui parle mal. Et ça a été quand même un peu un choc pour mes collègues. Hein. Et effectivement, ça montre une des difficultés. C'est vrai que à la radio ou à la télé, si vous n'avez pas des gens qui parlent bien du sujet, vous êtes vraiment dans la merde. Un bon client, c'est ce que j'allais dire. C'est un bon client. Et peut-être juste pour finir sur je pense, le travail que vous faites pour... nous, on a aussi un travail à faire, et ça, c'est ce qu'on essaye maintenant, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes chez nous, c'est... d'aller dans les médias, de sortir de laboratoire, c'est important, mais ça ne s'improvise pas. Il faut se préparer, il faut savoir, pas être comme disait
Alors c'est un peu la même idée que Pierre-Henri, mais quand je me souviens de ce médiatraining Fabrice Papillon, sa première phrase, c'était « Je suis là pour que vous ne soyez plus scientifique ». Et ça m'a marqué. Effectivement, il faut arriver à dire des choses intelligibles, qui soient compréhensibles, tout en restant précis, exact. Et c'est un gros travail, c'est un énorme travail, mais qui est important. La justesse, en fait. Voilà, et puis aussi de savoir jusqu'où on s'arrête, enfin, jusqu'où on va. Juliette, je te laisse intervenir et après je vais proposer à la salle. Alors justement, je voudrais pas qu'on termine ce débat sans parler de quelque chose qui est très important et qui a beaucoup changé, selon moi, les relations entre les journalistes et les scientifiques. C'est l'explosion des réseaux sociaux. Je vais prendre que 3 exemples, puisque il m'a fallu vraiment 30 secondes pour les trouver en préparant cette table ronde dans ma tête. 3 exemples qui se sont passés dans les 10 derniers jours, où des scientifiques ont repris des journalistes qui disaient des grosses bêtises. Alors, il y a eu un exemple, c'est un titre, justement, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, un titre qui laissait croire que la France avait atteint ses objectifs climatiques. Donc, BIM, Christophe Cassou, je crois, a taclé, et le journaliste a changé son titre et s'est excusé. Une autre petite vidéo qui disait que, alors je ne vais pas citer les journaux, qui disait que la France, l'augmentation de la température était de plus 1,1 degré depuis 10 ans sur la dernière décennie. Donc, paf, Valérie de Masson-Delmotte l'a repris en disant non, c'est depuis 1900. Les ordres de grandeur, c'est important. Et enfin, un 3e journaliste sur une chaîne d'info continue qui a fait le buzz et qui a dit que la France n'avait rien à faire parce qu'elle ne représentait que 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et là, Valérie Masson-Delmotte a fait un thread de 20 posts, enfin 20 tweets pour expliquer. Alors, elle ne l'a pas nommé précisément, mais elle a dit voilà pourquoi il ne faut pas dire ça. Et donc, je pense qu'il y a une vigilance aujourd'hui. Et du coup, tu as donné 5 pages dans le... Non, mais j'ai moi-même repris ce qu'elle disait. Et donc, voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est important et que ça monte en puissance et que ça force aussi les journalistes à, pour ceux qui ne le seraient pas déjà, une toute petite minorité, à ne pas dire n'importe quoi. Non, la plupart des journalistes ne disent pas n'importe quoi. C'est une forme de collaboration. Je voudrais juste dire que pour moi, dans ma carrière, le travail avec les journalistes, ça a été vraiment une collaboration à beaucoup de points de vue. Je voudrais vous citer juste un exemple. Dans les années 98, en 1998, j'avais des débats avec les producteurs d'OGM et je leur disais, ces OGM-là que vous voulez faire, c'est vraiment pas une bonne idée. Ils m'ont répondu, dans 5 ans, tout sera OGM, vous perdez votre temps. Et si on n'avait pas eu les journalistes pour relayer les questions de problèmes liés aux OGM, évidemment que tout serait OGM en France et qu'ils auraient raison. C'est parce que nous, les scientifiques et les journalistes, on a pu travailler ensemble qu'on a pu éviter que ça se passe comme ça. Donc, voilà, pour moi, c'est quand même d'abord ça qu'il faut dire sur les rapports entre journalistes et scientifiques, même s'il y a des difficultés. Oui, donc ça me va bien. On conclut cette première partie, la discussion sur une note positive. Et je passe aux questions. Monsieur. Merci, je suis Marc-François Bernier, je suis professeur de journalisme à Ottawa, de l'Université d'Ottawa, et été journaliste scientifique dans une autre vie. Puis j'ai rebondi sur ce que vous venez de dire à la fin, l'importance des réseaux sociaux dont on dit beaucoup de mal, mais qui ont aussi une fonction de 5e pouvoir, c'est-à-dire que les experts viennent sur les médias sociaux surveiller le travail de ce que nous, en Amérique, on appelle le 4e pouvoir, d'ailleurs c'est le 3e, mais quand même, ce 5e pouvoir-là, j'enseigne à des journalistes, à des futurs journalistes, je leur dis... Faites attention, ils vous surveillent beaucoup mieux qu'un conseil de presse ou qu'un ombudsman ou qu'un médiateur. Et j'aimerais un peu voir comment ça se vit chez les journalistes professionnels maintenant, ce regard-là des professionnels, des scientifiques même qui viennent intervenir dans votre travail. Comment ça se vit? Est-ce que vous y pensez en amont ou vous êtes en réaction toujours? En fait, moi, il y a un réseau social que je trouve fantastique quand on est journaliste, c'est Twitter. En fait, parce que, en gros, Twitter, pardon. je rapproche le micro. Tout simplement parce que c'est comme un annuaire
un annuaire de contacts, de confrères géants qui permet de se contacter très rapidement, qui permet aussi de faire une veille hyper précise sur plein de sujets. Et en effet, Valérie Masson-Delmotte, bon, je ne sais pas comment elle fait pour être sur tous les, sur tous les fronts comme ça, mais bon, c'est hyper pratique. Alors après, nous, par exemple, à The Conversation, et moi, je tweete avec mon compte personnel, je tweete pas beaucoup parce que je veux pas raconter de bêtises ou intervenir trop souvent. Mais je trouve que les discussions, les échanges qui ont lieu sur... Moi, je connais bien ce réseau social, un peu moins les autres, sont plutôt positives. Après, sur certains sujets, le nucléaire... c'est presque impossible d'avoir une discussion qui ne soit pas tout de suite un truc où il faut choisir son camp et puis où tout de suite ça se tend. Donc c'est comment est-ce qu'on a envie de titiller en fait, est-ce qu'on a envie d'aller, de descendre dans l'arène, est-ce qu'on a envie de se servir des réseaux sociaux comme une source d'inspiration, de contact pour faire une veille. Moi je l'utilise comme ça, comme un outil. Moins comme un positionnement. Je me méfie quand même de la prise de parole. Je vais faire une toute petite remarque aussi là-dessus. Nous, les femmes, on n'a pas la même position que vous, les hommes, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est aussi quelque chose dont on a conscience, forcément, quand on s'exprime sur ces espaces-là. Voilà, bref. Alors, Messieurs, je vous viens direz... dire un mot là-dessus, parce que moi, je fais un post tous les jours sur un réseau, alors sur Twitter et sur un réseau qui s'appelle LinkedIn. Et puisque tu me donnes l'occasion, je suis victime de mansplaining en permanence, de gens qui m'expliquent que j'ai rien compris à rien. Et alors, je n'ai jamais été reprise par un scientifique, mais en revanche par des hommes entre 50 et 60 ans qui m'expliquent que soit je suis une stalinienne, soit je suis une fasciste, soit je n'ai rien compris de quoi je parlais, c'est tout le temps. Donc moi, les réseaux sociaux, mon problème, c'est pas les scientifiques, hein, c'est ceux qui sont, qui veulent pas changer le système. Allez-y, Eric. Alors moi, je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai essayé. Notre service communication m'a dit non, franchement, il n'y a plus de Twitter maintenant, tout Twitter. Donc j'ai essayé une semaine. Je suis parti en courant, je dois dire. J'étais absolument horrifié de ce que j'ai vu. Alors, j'ai pas peut-être le cuir aussi épais qu'un certain nombre d'entre vous, mais pour moi, et on l'entend bien, c'est des scènes de pugilat qui ne peuvent que antagoniser. Alors je suis d'accord que la nuance à manier, mais la nuance n'est juste pas possible. Il y a des espaces un petit peu intéressants. Bon, alors je vais peut-être pas passer assez de temps, mais non, ce que je voulais dire juste, c'est que mon temps, alors effectivement, il y a des superwomen type Valérie, je sais pas combien d'heures elle dort, mais sans doute pas beaucoup, Valérie Masson-Delmotte. Moi, j'ai que 24 heures dans chaque journée. Il faut que je choisisse où je passe mon temps pour aider la société à prendre des décisions concernant le défi climatique. Et j'ai choisi de les passer dans l'éducation. Parce que je me dis que voilà, on a créé l'Office for Climate Education, OCE.global, si ça vous intéresse d'aller voir, où là, on fait un travail de fond, dans la lignée de la main à la pâte et des scientifiques du climat, pour faire des ressources pour les enseignants. Donc on se place vraiment plus dans la temporalité médiatique et Twitter, où si on ne réagit pas dans les 3 minutes, c'est mort. Hein. Donc ça, moi, je t'avoue, bon, j'ai appris que le temps médiatique n'est pas le temps scientifique. Hein, ça, on apprend tout ça, ok, d'accord. Mais là, moi, cette vitesse, ce tourbillon, je ne vois pas très bien sur quoi on construit. Qu'est-ce qu'on peut construire alors que l'éducation, je pense que là, on a un vrai défi pour y arriver. Donc, de fournir aux enseignants, qui aujourd'hui, dans les programmes scolaires, de lycée, puis dans les autres classes, le changement climatique, la BESTV sont arrivés. Comment on fait pour que les enseignants puissent s'emparer de ces questions socialement vives, comme ils appellent ça, c'est comme la laïcité ou d'autres, c'est pas simple, qu'ils puissent avoir des ressources, des bonnes ressources, mais en même temps de ne pas créer de l'éco-anxiété. Il y a énormément d'éco-anxiété chez les jeunes aujourd'hui, sans aucune raison. Franchement, c'est pas la fin du monde. Et c'est pas rien, mais c'est pas la fin du monde. Pierre-Henri n'est pas d'accord avec ça, mais j'ai encore une fois, je vois partout le mot urgence. J'ai personnellement beaucoup de mal avec ce mot. Parce qu'on vient de vivre une urgence sur la crise de Covid. J'ai l'impression qu'aussi pour être audible médiatiquement, il faut que ce soit urgent. Si ce n'est pas urgent, alors j'entends bien que plus
on va émettre, plus les gaz d'effet de serre vont s'accumuler, et plus il y aura des conséquences. Mais des urgences, il y en a 17 pour l'ONU, hein, les objectifs du développement durable. Oui, mais est-ce que c'est plus urgent pour certains pays? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper du climat, attention. Mais je me retrouve à fond renversé en disant que pour certains pays, l'urgence, ce n'est pas du tout le climat. C'est de manger, c'est de l'accès à l'eau douce. C'est pas vrai qu'ils pourront plus manger à cause du changement climatique dans les 20-30 ans qui viennent. C'est pas vrai. Ça, c'est très clairement pas vrai. Donc, une urgence a un sens. C'est quelque chose dont on doit s'occuper tout de suite, à l'exclusion de toutes les autres. Donc, ce terme, moi, me pose un vrai problème. Et ce qui est intéressant, c'est que j'essaie de voir d'où est venu ce terme d'urgence climatique. Il y a quelques articles intéressants de spécialistes des médias qui ont montré comment le rapport 1,5 degré du GIEC, qui est sorti il y a quelques années, a anglais, comment les médias ont anglais ça en disant les scientifiques nous disent qu'il ne reste plus que 12 ans. Alors, j'ai repris le rapport, je dis, où est-ce que c'est marqué qu'il ne reste plus que 12 ans? C'est marqué nulle part. C'est juste que si on continue les émissions au rythme actuel, dans 12 ans, on aura atteint, ou 20 ans, ou peu importe, on aura atteint 1,5 degré. OK. Mais de savoir quelles conséquences, si on veut ou pas, quels impacts, etc., ça, c'est une discussion de société pour décider si c'est urgent ou pas. C'est pas et souvent, on se retrouve, nous, scientifiques, en disant, et beaucoup de journalistes, les scientifiques nous disent que c'est urgent. Non, mais urgent, c'est pas un mot scientifique. Pierre-Henri, je vous laisse réagir si vous voulez, mais sur la partie réseaux sociaux, et après je vous donne une question suivante. Non, je pense que Okay. si on met 10 minutes à répondre à chaque question, on va répondre à 2 questions. Donc, merci. Bonjour, Cédric Riegenbach, je suis le président de l'association La Fresque du Climat. Donc on fait un peu le même métier que OCE, c'est-à-dire de la vulgarisation sur les enjeux climatiques qui sont des enjeux, des questions scientifiques. Moi j'avais une question sur est-ce qu'à l'origine il n'y a pas dans la difficulté pour certains journalistes de traiter de questions scientifiques dont les questions climatiques, est-ce qu'il n'y a pas à l'origine quelque chose du côté de l'orientation scolaire, où soit on est bon en littérature et on va faire du journalisme, soit on est bon en sciences et on va faire une école de commerce, enfin une école d'ingénieur souvent, et puis à la fin des sciences. Avec en plus quelque chose qui est assez genré, c'est-à-dire que dans les écoles d'ingé, c'est 80 à 90% d'hommes, et en littérature, non, oui, toi tu es en bio aussi, donc c'est pas les mêmes proportions. T'as de la chance, t'as de la chance. Et donc c'est quand même assez équilibré. Hein. En littérature, il y aura plus de filles, et en sciences, il y aura plus de garçons. Et comme par hasard, sur la table, il y a 2 scientifiques hommes et 2 journalistes filles. Je vous ai pas fait exprès, mais ça aurait pu être autrement. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de cet ordre-là à l'origine, je pense qu'il faudrait aussi créer des filières de journalistes scientifiques, mais qui ne soient pas des succursales des écoles de journalisme, qui soient des succursales des écoles, par exemple, d'ingénieurs. On prend une école d'ingénieurs et on fait une option journaliste scientifique, où ces ingénieurs qui ont un bon background scientifique généraliste vont pouvoir devenir des journalistes. Il faut leur apprendre à devenir des journalistes. Bon, voilà, je lance l'idée. Et après, par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites dans cette collaboration entre les scientifiques et les journalistes, moi, il y a un truc qui me pose problème aujourd'hui, c'est la difficulté qu'ont certains journalistes à se faire relire. Moi, quand je suis interviewé, quelquefois, on ne m'autorise pas à relire le papier juste après, alors que systématiquement, il y a des coquilles. C'est évident. Enfin, on ne peut pas faire une demi-heure d'interview en prenant des notes par écrit et ne pas laisser passer une coquille. C'est impossible. On n'est pas des super-héros, quoi. Donc là, on a 2 journalistes qui, je pense, vont faire relire leur papier. Pas là au début, mais c'est ce qu'on a dit. Voilà, je me doute que vous concernant, vous avez cette éthique, mais c'est quand même systématique de pas réussir à se faire relire quand on est interviewé. Et alors, a fortiori, quand un journaliste a fait un papier qui est un petit peu pointu sur le plan technique et scientifique, qu'il n'hésite pas à aller faire relire soit un collègue qui est spécialisé, soit un scientifique qui est disponible, et ils le sont, et ils prendront le temps de relire. Valérie Masson-Delmotte, elle ne dort pas la nuit, on l'a dit, elle sera capable et puis elle n'est pas la seule. Voilà, il faut désolé, mais un petit peu d'humilité, chacun son domaine, et collaborons, quoi. Merci. Moi, j'ai jamais eu de problème pour qu'on m'envoie les articles. Oui. Au contraire, d'ailleurs, il y a même des fois où j'ai pas le temps et vous êtes sûr que vous voulez que je relise? Oui, bon, je le relis, mais parce que relire tout l'article, effectivement, des fois, c'est un peu long. Et bon, bref, moi, c'est pas un problème que j'ai beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Enfin, ceci juste pour réagir sur ce point-là, moi, je demande que ça soit une condition de mon interview que je puisse relire. Voilà. Moi, c'est systématique maintenant. Est-ce que j'aurai l'occasion de relire? Alors, la négociation peut être juste ce qu'on
ce qu'on vous fait dire. Juste les citations ou tout l'article. J'essaye d'avoir tout l'article, mais il y en a qui ne peuvent pas parfois. Mais au moins les citations, sinon je refuse l'interview. Je pense que ça, nous, comme nos contenus, ils sont diffusés ensuite dans d'autres médias et que ça occasionne, en fait, du coup, ça expose les spécialistes qui sont sollicités. Je leur dis tout le temps, vous demandez à relire. Je leur dis tout le temps, vous demandez à relire. Si on vous interroge et que vous n'avez pas la main pour voir comment votre propos va être utilisé, n'y allez pas. Moi, je suis très claire. Et en fait, je pense que ça, c'est... Alors, après, il y a des cas. La télé, pour les catastrophes et tout, il y a des cas spécifiques, mais il y a ça. Après, sur le côté... je pense que ce n'est pas un problème. Le problème de la relecture, il faut juste l'exiger. Et je pense que de plus en plus de journalistes, par rapport à ces questions qui sont quand même... qui ont plein de dimensions techniques, scientifiques, sont très contents de faire relire... avoir un filet derrière... pour pas se faire toper après sur Twitter et être comme des andouilles. Et concernant la formation, y a les écoles de journalisme, mais il y a aussi les facs qui ont maintenant des formations de journalisme scientifique. Et pour moi, c'est pas tellement une question de spécialisation. Les gens se spécialisent. Voilà, mais c'est plutôt un problème de culture générale, en fait, de la base, du socle, là. C'est pour ça que l'initiative de se dire il faut prendre les choses avant qu'on se répartisse dans des filières spécialisées, parce que c'est vrai que quand on est un journaliste qui a une formation à SHS, eh ben, il faut quand même se mettre le nez dans les sciences, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plein de sujets qu'on ne peut pas comprendre. Et puis après, et la formation ne fait pas tout, il faut travailler tout le temps. En fait, quand on est journaliste, il faut tout le temps se former et tout le temps s'enquérir de où en est la science sur tel sujet, c'est quoi lire les rapports du GIEC, enfin, faire son travail, quoi. Je vais me permettre de rebondir juste 2 secondes, juste parce que avec ma casquette de présidente de l'association des journalistes scientifiques, parce que il y en a parmi nous, il y a des gens qui ont une formation scientifique, il y a des gens qui ont une formation initiale journalistique classique, il y a des gens qui ont fait une école de journalisme, d'autres non. Et c'est pas un problème en fait. On est riche de cette diversité et je crois pas qu'il faille nous journalistes attendre qu'on ait tous le même format, tous la même histoire, qu'on ait tous le même passage. J'ai des camarades journalistes qui ont fait une école d'ingénieur, qui ont bossé 5 ans et qui après sont devenus journalistes en faisant une école ou pas. On a besoin de cette richesse de points de vue dans les rédactions. La question, c'est plutôt, ces professionnels de l'information existent. C'est comment ils intègrent les grandes rédactions. Et là, c'est une question à un autre niveau. Et ça commence à se faire, mais c'est vrai qu'en France, le top management des grandes rédactions sont souvent un petit peu consanguins en termes de formation initiale, et ils ont du mal à faire de la place à des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, j'allais dire la même chose. Il y a un niveau scientifique absolument nullissime de la part des dirigeants à tous les niveaux, que ce soit les médias écrits ou les radios ou les télés. Donc, moi, j'ai vu, par exemple, à Radio France, quand je participais régulièrement à une émission scientifique de l'après-midi, et quand chaque année, à un moment, France Culture a commencé à faire des trucs à la Sorbonne, des grands machins avec beaucoup de monde. Et le truc où il y avait le plus de monde, c'était l'après-midi sur les sciences. Et je me souviens très bien que le patron de France Culture a dit au producteur qui produisait l'émission, c'était pas encore Martin qui est là, eh bien c'est incroyable, les gens ils viennent pour écouter des trucs de science, et il leur a dit bah oui, mais tu sais pas que c'est déjà nous qui sommes les plus podcastés, et l'autre s'est retourné, il n'a même pas voulu écouter ça, et actuellement il y a un manque de compréhension de la part des dirigeants du fait que les gens sont intéressés par les sciences et qu'ils ont envie d'en savoir plus, qui est absolument catastrophique. C'est en train de changer, je crois. Et ensuite, moi, je ne fais pas relire tous mes papiers. Donc, les journalistes vont avoir plein de boulot. J'ai rarement de soucis. C'est quand je sens que je suis en difficulté, mais quand on fait un papier avec une enquête, avec de nombreux chercheurs, parfois, je les ai fait relire, et finalement, il n'y avait pas de problème, mais ils ont réagi à ce que disaient les autres, et là, je me suis retrouvée dans un bordel sans nom. Et je ne peux pas gérer ça. Et donc, parfois, j'envoie juste les citations, parfois, j'ai pas le temps. Et c'est ma responsabilité, je signe le papier, je prends ma responsabilité, je travaille énormément.
Je enregistre les gens, je prends des notes extrêmement extensives. C'est ma responsabilité, je la prends. Mais j'avoue, contrairement à mes collègues, je ne fais pas tout relire systématiquement. Voilà, bref. Puis après, sur les interviews, quand on enregistre, je veux dire, il y a la trace audio. Il y a la preuve. Oui. Il y a d'autres questions. Sauf si c'est monté. Ouais. Ne soyez pas timide. Hein. Ouais, sauf si on a aussi fait un lapsus. Oui, il y a parfois, c'est pas clair. Hein. Et parfois on n'est pas clair. Ah oui, bien sûr. J'ai été contente d'entendre des scientifiques parler de la division de la société des scientifiques sur des questions entend parler des controverses qui sont vous avez parlé il faut donner le goût de la vérité, redonner le goût de la vérité. C'est très gentil, mais où est la vérité? Voilà. Et donc, dans le Covid, les OGM, etc., on a vu ça. Donc, on n'a pas parlé malheureusement des conflits d'intérêts chez les scientifiques. Ce serait un sujet intéressant. Mais je voulais réagir surtout à votre propos. Vous avez parlé pendant des années, on a donné trop de paroles aux climato-sceptiques. Alors, est-ce que... et moi, vous n'avez pas dit pourquoi. Pourquoi? Et donc, moi, ça m'amène à la question de la liberté des journalistes. On parle de la responsabilité des journalistes, d'accord, mais pourquoi on ne parle pas des médias et leur conflit d'intérêts profond? C'est-à-dire, dites-moi, un journaliste qui n'aurait pas été dans la vague de donner la parole aux climato-sceptiques, elle aurait pu passer ses propos? Si oui, pourquoi elle n'a pas fait? Parce que je pense qu'il y a la question de rester dans une rédaction, oui ou non. Voilà. Jennifer, tu avais évoqué l'audience. L'audience, mais surtout la question de l'influence. Non, mais la question de l'influence, vous avez raison. Sous quelle influence travaille le journaliste? Avec quel financement travaille le scientifique? Nous, et son média. Quelles sont les sources de financement? Oui. Alors, en fait, moi, je parle de ce que je connais. Donc là, dans le média pour lequel je travaille, le scientifique rédige une déclaration de lien d'intérêt. Il doit dire s'il a reçu des financements, s'il tire un intérêt d'écrire cet article, etc. Et ça, c'est la transparence. Après, nous, on a décidé d'être une association à but non lucratif. Voilà. Donc après, il y a des formes, il y a des médias qui prennent des formes différentes. Mais justement, sur The Conversation, est-ce que vous acceptez des contributions de chercheurs dont l'entité de rattachement n'est pas membre oui, ça nous arrive, mais comme on a beaucoup à faire avec notre propre écosystème, voilà, ça se fait un peu naturellement. Ça se fait un peu naturellement, mais c'est clair que si on a quelqu'un qui est extrêmement pertinent et qui est d'une institution qui n'est pas membre de notre assoce, on va quand même lui ouvrir notre site parce qu'en fait, c'est quand même... L'information prime. C'est l'information qui prime, même si... Mais nous, on a 100 institutions de recherche francophones qui nous soutiennent. Donc on a beaucoup de monde déjà. Voilà, on n'est pas sur un truc où on serait avec 3-4 acteurs qui seraient tout le temps en train de prendre la parole. On a une belle diversité déjà. Mais la question, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas cette question de la déclaration des liens d'intérêt. Moi, je trouve qu'elle devrait être partout. Elle devrait être dans les journaux. Elle devrait être beaucoup plus installée, que les gens disent d'où ils parlent, en fait. Et qui les a financés. Et ça, c'est vrai, vous avez raison, je vous rejoins là-dessus. Pierre-Henri ? Oui, je voudrais ajouter deux choses là-dessus. La première, c'est que, bien sûr, on peut travailler avec l'INRA, avec le CNRS, avec l'université. Seulement, les chercheurs de l'INRA, les chercheurs du CNRS, en gros, la démarche des différents gouvernements qui se sont succédés quasiment depuis De Gaulle, ça a été de leur dire on va vous donner de moins en moins d'argent pour travailler, vous aurez votre salaire, voilà. Puis le reste, vous irez chercher
l'argent pour faire votre recherche dans le privé. Donc en réalité, le fait d'être du CNRS ou d'être de l'INRA garantit en rien l'indépendance du chercheur. Hein. Alors après, du coup, quand on leur demande une déclaration d'indépendance, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai eu des démêlés avec une des cibles de Foucard, Aurel et Laurence dans leur livre là, sur les gardiens de la raison, qui s'appelle l'AFIS, Association française d'information scientifique. Hein, on ne peut pas faire plus neutre dans le titre. En réalité, c'est un truc de promotion des technologies les plus barbares en agriculture, hein, donc OGM, pesticides, tout ce que vous voudrez. Et leurs experts, c'est des mecs qui ont travaillé toujours avec les industriels. Bon. Quand j'ai écrit à l'AFIS pour leur dire il y en a marre que vos prétendus experts soient liés avec les industriels, ils me répondaient c'est pas vrai, ils sont complètement indépendants. Je leur ai sorti, c'était une aide publique, hein, je leur ai sorti les numéros des brevets qu'avaient les mecs avec les boîtes privées et ils m'ont jamais répondu. Et ils ont continué à dire que les gars étaient indépendants. Donc on a un vrai problème parce que tant qu'on n'aura pas pénalement des problèmes pour les gens qui racontent qu'ils sont indépendants quand ils ne le sont pas, parce qu'actuellement, en gros, il n'y en a pas. Hein, vous dites que vous êtes indépendant sans l'être, bah, vous ne serez pas poursuivi. Hein. Donc, on a un vrai problème avec ça. Et je voudrais bien que vous compreniez que l'indépendance, elle n'est pas seulement financière. C'est que quand vous travaillez avec un industriel, vous allez dîner avec les gens de la boîte, etc., vous liez des relations comme ça. Et après, c'est infiniment plus difficile de critiquer ce que font ces gens-là. Et vous vous en rendez même pas compte. Donc une fois que vous êtes... L'indépendance, ça veut dire pas de contact. C'est pas seulement pas de financement. Éric, ça, c'est difficile. Sur cet aspect, alors je pense qu'effectivement, dans ton domaine, c'est un peu différent. Nous, l'essentiel de nos financements viennent de l'argent public. Hein, aujourd'hui, 95% des financements de notre institut, l'IPSL, c'est de l'argent public. Mais pas les géologues, par exemple, comme Allègre. Tout à fait, non, mais on est d'accord que... Donc je pense qu'on est inégaux en termes de discipline, donc c'est extrêmement important de dire par qui on est financé. Voilà, et l'autre aspect que je voulais dire, eh bien, j'ai oublié. La FIS, tu veux réagir, Juliette, sur la FIS? Oui, non, sur la FIS, effectivement, je pense qu'il y a des individus qui ont... Merci. Bon. Non, mais c'est c'est un domaine que effectivement, où je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont cette vision un peu scientiste en défendant une rationalité. 100%. Donc, je pense dans le domaine du climat, nous on a moins ce problème. Et donc voilà. Donc, je pense pour des journalistes comprendre effectivement qui vous finance, comment on a financé. Oui, je voulais dire, c'est pas juste le financement privé. L'Agence nationale de recherche qui fait des appels ciblés dans certains domaines, c'est un choix politique aussi. Et donc, se peut se poser la question aussi de l'indépendance. Oui, je pense qu'il faut être clair que c'est important de comprendre comment fonctionne la recherche en France. Et la plupart des chercheurs travaillent sur des appels à projets qui peuvent être extrêmement précis, extrêmement anglais. Et donc, mais voilà. Et une tendance actuelle, c'est même que leur salaire soit plus garanti. C'est-à-dire qu'ils soient sur contrat et plus sur statut de fonctionnaire. Juliette, on t'écoute. Non, je voulais juste dire à propos de la FIS, ça me fait penser à ça, mais ça n'a pas un lien direct, quoique. Si certains d'entre vous, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes se destinent à être des journalistes qui s'intéressent à la science, je donne juste un conseil, c'est que d'interviewer un journaliste un scientifique sur sa spécialité. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, enfin il y en a certains qui parlent d'autre chose. Voilà, c'est la FIS qui me faisait penser à ça. Et c'est toujours dangereux, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'identifier la spécialité d'un chercheur. Parfois, le jargon est tellement abscon qu'on ne sait pas. Non, mais enfin, on sait si quelqu'un est climatologue ou biologiste, quand même. Non, mais parfois, la description des chercheurs dans un laboratoire est pas toujours évident à lire. Moi, Bernard Sougier, tu le mets où? Mais Juliette, Jennifer, excuse-moi. Oui, il y a une initiative. Moi, j'ai vu ça quand je travaillais sur certains sujets avec ma consoeur qui s'occupait de la rubrique santé. Il y a une base, en fait, pour les spécialistes. Non, pas scanner. Il y a autre chose. Je n'ai plus le nom en tête, qu'elle consultait, où ils sont obligés de déclarer leur lien d'intérêt. Il y a un truc au niveau européen. Oui. Quand tu reçois un financement européen, tu es obligé de déclarer. Oui, en effet. mais c'est une base qui existe et qu'elle consultait à chaque fois qu'elle avait un papier qui était un peu sur des sujets un peu tendus. Et souvent, elle s'apercevait que les déclarations de lien d'intérêt n'étaient pas complètes. Donc, elle le complétait avec ces informations.
cette base existe pour le domaine de la santé. Ça pourrait être une bonne chose d'avoir ce genre de base pour plein d'autres domaines, dont celui de l'agroalimentaire. Et ça, c'est aussi les journalistes peuvent monter au créneau pour travailler à ce genre d'informations, de collecte. Mais moi, je veux dire que le conflit d'intérêts, il n'est pas uniquement financier. Voilà, oui. Et c'est vrai que dans toutes ces questions de société, derrière le scientifique, il y a un citoyen. Et quand il n'explicite pas d'où il parle en tant que citoyen, il y a aussi un conflit d'intérêts. Et ça, nous, on s'emparait de ça collectivement dans notre institut. Donc, de se dire, on a souvent le syndrome de l'imposteur. Quand on nous pose une question, pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi je serais plus légitime, certains n'hésitent pas à se dire, bon, moi je pense que c'est vrai, on me tend le micro en tant que scientifique, j'y vais, parce que c'est important pour moi, parce que je pense qu'il y a des affreux là, parce que, enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. L'autre problème que ça pose, c'est de fausser le débat démocratique. Pour moi, et pas que moi, on est très nombreux dans la communauté en se disant, il y a besoin d'une diction démocratique pour certains choix, et les scientifiques ne sont pas plus légitimes. Je reviens à ma question. Donc, il y a aussi de nombreux conflits d'intérêts là-dessus. Et ça, c'est aussi à vous tous de repérer. Alors, c'est beaucoup plus dur à repérer, mais ça n'est pas moins je dirais, dangereux dans ce que vous allez retirer d'un scientifique. Le premier cas est facile à repérer. Ce sont des gens qui jamais ne posent de limites à leur expertise. On peut poser n'importe quelle question, ils savent répondre. Le syndrome du prix Là, il y a Nobel. il y a un gros warning à avoir. Moi, je sais que je suis pas au bon endroit. Il est pile. Je vous propose d'interrompre la discussion là. Merci à tous pour votre écoute. Merci. À vous quatre.